Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Jean-Louis Trudel, auteur du Petit Guide de la science-fiction au Québec, qui est paru aux éditions Suprême... À lire. À lire, oui, non, je me trompe, oui c'est un autre titre. Et c'est un essai, ce n'est pas un roman. Donc... Effectivement. Voilà. Depuis 1994, vous avez publié de nombreuses nouvelles et des romans, dont 2 romans de science-fiction, si je ne me trompe pas, 2 recueils et à peu près 24 livres pour la jeunesse. Je crois que c'est le chiffre. C'est bon. Et en 2017 paraissait donc le Petit Guide de la science-fiction au Québec. C'est parce que vous aviez envie de changer de registre ou est-ce que c'était un besoin de faire connaître le genre à un public plus large? C'est une ambition et un intérêt depuis très longtemps, depuis que j'ai découvert qu'il existait de la science-fiction au Québec. Et en fait, on parle ici de la fin des années 80. J'ai commencé à publier des nouvelles, en fait, aussi en 84. Les 94, c'est les premiers livres, et puis ensuite, il y a aussi eu quelques ouvrages en collaboration avec Yves Ménard sous le nom de Laurent McAllister. Mais à la fin des années 80, j'ai donc découvert au Canada qu'il existait des revues de science-fiction et de fantastique francophone, Imagine et Solaris à l'époque. Et dans le numéro 50 de Solaris, c'est ainsi que lorsque je me suis mis à lire les anciens numéros, j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui s'intéressaient à l'histoire de la science-fiction au Québec. Claude Janel, par exemple, Elisabeth Van Ambour aussi a écrit là-dessus, Norbert Spener, et qu'il existait en fait donc des ouvrages antérieurs qui nous faisaient remonter parfois très loin. Assez rapidement, dans Imagine, par exemple, Jean-Marc Warwick et d'autres ont identifié un feuilleton inachevé de Québec Mon voyage à la Lune de Napoléon Aubin en 1839. Donc il y avait un long historique et dès le congrès boréal 89 que j'ai organisé à l'Université d'Ottawa, j'avais joint à ce congrès une petite exposition parce que la bibliothèque de l'Université d'Ottawa avait plusieurs de ces vieux livres, des fascicules, des romans et sans doute des livres un peu plus récents. Bref, c'est un intérêt de longue date qui remontait à la fin des années 80 et au fil des ans, j'ai continué à approfondir, à fouiller le sujet. J'ai signé des articles dans Solaris. J'ai commencé même à signer des articles ailleurs, en anglais, il y a un ouvrage paru en anglais aux éditions McFarland qui présentait la science-fiction francophone. C'était par... J'ai un petit blanc là. Je vois le livre, il est sur mes étagères. L'auteur, c'est celui qui est associé à Black Coat Press, qui travaille avec Philip Ward, qui est à Rivière-Blanche, et Isabelle. J'ai un blanc total. C'est pas très grave, au pire on cherchera plus tard, c'est pas... Oui. Il est dans le petit guide, évidemment, et dans la bibliographie. C'est toujours un moment crucial que des fois ça nous échappe. Et non seulement, je suis assez fatigué, ça fait quand même plusieurs nuits sans sommeil. Donc la mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Donc, oui. Au fil des ans, j'ai continué à approfondir le sujet, à fouiller dans les archives, à fouiller dans les vieilles revues et à signer des articles. Plus récemment, j'ai pu profiter de la parution du DALIAF, le dictionnaire des auteurs, des littératures de l'imaginaire en Amérique francophone de Claude Janel. Et ça m'a permis de commencer à constituer des bases de données. Donc, tout cela, vers 2011, j'ai résolu de le mettre dans un livre pour en faire un petit guide didactique. Je le voyais comme une ressource potentielle pour les enseignants, au niveau essentiellement, on va dire, pré-universitaire au Canada. D'accord. Et dans ce petit guide, au final, vous avez eu envie d'explorer certains pans de la science-fiction en particulier? Ou vraiment c'est très large? C'est très large, mais c'est quand même axé d'abord sur la littérature. Donc je mentionne un peu certaines des bandes dessinées, à la fois comment on a découvert la bande dessinée de science-fiction, y compris les comics au Québec. Mais j'évoque aussi les créations de bandes dessinées québécoises de science-fiction.
Je parle un peu du cinéma, un peu moins, mais un peu de la télévision et du dessin animé. Et je fais aussi un cours descriptif de l'évolution, on pourrait dire fanique. C'est-à-dire que depuis à peu près maintenant, les années 90, grosso modo, il s'est développé un certain nombre d'événements faniques consacrés à la science-fiction et aux autres genres de l'imaginaire, surtout sous leur forme médiatique. Donc, ce qu'on appelle des Comic-Con, tout simplement, qui se sont ajoutés au Congrès boréal qui existe depuis 1979, mais qui lui aussi a toujours été large, ouvert effectivement aux BDistes et à d'autres créateurs, mais qui en pratique quand même, le noyau dur, ça a toujours été les auteurs, les lecteurs, les critiques, quelques éditeurs. D'accord. C'est vraiment un travail colossal parce qu'il y a quand même beaucoup de sources. Comment vous les avez triées? Enfin, vous avez décidé d'en écarter certaines? Vous avez voulu tout rassembler, d'en parler un tout petit peu de chacune? Donc vous l'avez lu? Je l'ai feuilleté, j'ai pas tout lu malheureusement. Je suis historien de formation, et non pas un littéraire. Mon guide, en fait, ça a été la chronologie. J'avais beaucoup de sources, mais en fait, elles ne sont pas toutes dans la bibliographie. Et bien sûr, j'ai aussi la matière brute, les 3000 textes à peu près qui sont parus au Québec dans le domaine de la science-fiction. En 2011, c'était un peu moins. J'ai évoqué le chiffre dans la préface. Mais maintenant, en 2018, on est rendu à 3300. Ce qui fait un chiffre très intéressant. Disons que quand même, comme je disais, l'ouvrage de Claude Janel, le Galliaf, me permettait d'avoir une vue d'ensemble des auteurs dans une certaine mesure. Il y a des choses qui manquent dans le Galliaf. Le Galliaf lui-même date essentiellement de 2004-2008. C'est-à-dire qu'il est complet jusqu'en 2004 et il y a eu quelques mises à jour jusqu'en 2008 et il est paru à peu près, je pense, en 2008-2009. Donc en 2011, j'étais relativement proche du Galliaf et j'ai utilisé ça. Mais effectivement, j'ai aussi une très bonne collection et je fréquente des bibliothèques universitaires qui me permettent de consulter les ouvrages qui ne sont pas dans ma collection en moi. Mais l'essentiel, ça a été de partir de la chronologie pour construire une histoire qui est fidèle aux évolutions littéraires, fidèle aussi à une certaine sociologie du milieu littéraire québécois, de science-fiction, qui s'est constituée à partir des années 70, autour de revues, autour de maisons d'édition, autour d'événements comme le Congrès boréal. Et parmi toutes ces œuvres que vous avez compulsées, tous ces textes, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous a marqué? Il y a certains grands ouvrages qui ont émergé au Québec dans plusieurs catégories. Ils ne sont pas toujours sublimes de bout en bout, mais c'est très rare de toute façon qu'un livre nous transporte à chaque page. Parmi les classiques, il reste certainement Chronique du Pays des Mers d'Isabelle Bonarbourg. Ce n'est pas par hasard que j'ai consacré un chapitre à ce que j'ai appelé la génération Bonarbourg. Il y a des ouvrages comme La suite du temps de Daniel Cernin, qui à mon avis mérite quand même l'attention. C'est un peu le résultat d'une carrière d'écrivain. C'est une trilogie qui rassemble des textes qu'il a parfois écrits à des dates différentes et qui porte sur l'avenir du monde, carrément. Parce que c'est un auteur qui s'est depuis longtemps inquiété par rapport aux crises écologiques, en partant des années 70, et même s'il n'est pas nécessairement absorbé par les crises climatiques, je pense qu'il en fait mention. Et donc toute cette trilogie tourne un peu autour de l'avenir de la planète. Il a une vision un peu sombre, ou une solution un peu sombre, mais qui peut rappeler des choses qui de nos jours émergent. Le dernier film des Avengers, Infinity War, je ne suis pas tout à fait sûr comment on l'a traduit en français. Le projet malthusien de Thanos n'est pas complètement étranger à ce que Daniel Cernin avait envisagé dès les années 80 comme moyen un peu effectivement de sauver la Terre.
avec sans doute un peu les mêmes réserves que l'on peut avoir par rapport au projet de Thanos. C'est donc quelque chose qui était déjà là en germe. Il y a la série de l'Oiseau de Feu de Jacques Boissard, qui... Moi, je retiens surtout le premier volume, j'avoue. D'accord. Les 4 autres sont parfois difficiles à lire, mais il y a une ampleur de vision, il y a une acceptation de la complexité des choses, il y a une superposition de jeux littéraires qui valent le détour. Et en plus, c'est un ouvrage que je rattache à cet intérêt québécois pour, on pourrait dire, la métaphysique ou la religion au choix. C'est un peu, de mon point de vue, un peu la même chose. Et quand même, le premier tome de cette anthologie est quand même plongé dans un univers oppressant, étranger, écrit dans une langue qui effectivement assure le dépaysement, avec des personnages qui à certains égards ne sont plus tout à fait humains. Et tout cela dans un cadre dont on n'est pas tout à fait sûr s'il s'agit de la Terre, de notre planète, de notre futur, de notre passé. C'est vraiment quelque chose qui mérite le détour. Et sinon, on a des auteurs comme Yves Ménard dans une toute autre veine, qui nous écrit une science-fiction que je considère beaucoup plus baroque, entre autres, parfois cruelle, et qui est très colorée. C'est l'intérêt souvent des ouvrages d'Yves Ménard. Et qui parfois dérive un peu vers la fantasy, parce qu'il a écrit de la fantasy, et ça nous donne, par exemple, Les Marches de la Lune Morte, un ouvrage de science-fantasy où on n'est plus très sûr si on est dans la science-fiction ou la fantasy. C'est un peu à mi-chemin entre les deux. La porte s'ouvre et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et oui, et oui. Ça, bien sûr, il y a le regretté Joël Champetier, mort il y a quelques années. J'avais traduit son roman La Taupe et le Dragon en anglais. Et donc, il a été publié aux États-Unis. Il doit, je pense, 2 éditions en grand format, reliées et en version non reliée. Et c'est un ouvrage qui se laisse lire très facilement. Et qui témoigne d'un effort vraiment de recherche, de maîtrise de la culture chinoise sur une planète qui a 2 soleils. Et donc, un certain nombre d'étrangetés, c'est l'intersection d'un certain nombre d'étrangetés qui, à mon avis, aussi nous procure un très joli voyage. Donc oui, ça fait déjà pas mal de textes, beaucoup de références. Ça donne envie de découvrir toutes ces littératures qu'on ne connaît pas forcément. Vous avez écrit quand même sur plusieurs supports, enfin des nouvelles, des romans, maintenant un essai. Est-ce que vous travaillez de la même façon au niveau des recherches ou même l'écriture doit être différente? Il y a des difficultés vraiment, par exemple, à écrire un essai par rapport à un récit? J'aurais tendance à dire que non. Je dirais même que, bon, il y a un type d'écriture scientifique que j'ai peut-être pratiqué dans certains articles qui est relativement sèche, axée sur l'analyse, la décomposition, disons, des problèmes, leur analyse et des propositions de solutions. J'ai essayé quand même, pour que ce soit un essai relativement lisible, d'y mettre un peu de verve, mais cela reste quand même fidèle, à mon avis, à certaines normes de rigueur. Je n'ai pas... je suis quelque part un trop vieux singe pour apprendre à faire certaines grimaces théoriques. Donc il y a un chapitre synthétique sur ma vision de ce que c'est la SF et comment on la distingue des autres genres et quelles époques font partie de son histoire et de son évolution. Après, on peut avoir de très longues discussions pour couper les cheveux en 4, mais c'est un ouvrage, comme je disais, qui est destiné à un public un peu plus large que le public universitaire. Je le voyais comme un livre qui pourrait être utilisé au niveau préuniversitaire ou au niveau de la licence comme ressource pour faire découvrir, pour donner une vue d'ensemble. Parce qu'il y a maintenant, jusqu'à maintenant, il y a eu des analyses très pointues par des universitaires, des articles, il y a eu parfois des ouvrages par des universitaires québécois comme Richard Chingelet qui se servaient de la science-fiction québécoise mais pour exposer leur théorie de la science-fiction.
Ou en anglais, on a un livre d'Amy Ransom sur la science-fiction au Québec, mais qui est une sorte de recueil thématique et non pas une vue d'ensemble, même si elle fait référence à certains ouvrages antérieurs qui avaient offert des aperçus historiques. Donc moi, c'était vraiment l'idée de proposer une synthèse sur le sujet. Et maintenant que... On coupera au montage parce que je vais débarrasser d'un petit insecte. Il n'y a pas de souci. Ça promène sur ma... Je dirais à qui de droit, parce que c'est pas moi qui vais faire le montage, qu'il faut couper l'insecte. Voilà. Et maintenant que cet essai est fini, est paru, est-ce que vous travaillez déjà sur quelque chose de nouveau ou pause un petit peu Au niveau de l'essai, j'ai 2 ou 3 projets, c'est-à-dire que le plus proche, disons, d'être bouclé. Enfin, depuis la parution, j'ai signé un petit article sur le thème du loup-garou dans l'histoire de l'horreur littéraire au Québec, qui est paru dans la revue Brin d'éternité. Ça m'a permis de trouver même un texte qui n'avait pas été répertorié ailleurs, à ce que je sache, et de rappeler à quel point, justement, la tradition des films de loup-garou, selon certains, s'enracine directement dans des histoires de loup-garou écrites par un auteur québécois. D'accord. Et on parle ici du premier film de loup-garou, un muet, dont il ne reste aucune trace sauf des résumés, et il y a plusieurs personnes qui affirment que son inspiration est cette nouvelle d'un auteur québécois qui est paru en anglais dans une revue new-yorkaise vers 1890. Et comme ce premier film de loup-garou a ensuite été copié par au moins 1 ou 2 autres films postérieurs dans les 2 ou 3 années, y compris un film de Carl Laemmle, je pense que c'est ainsi qu'on le prononce, qui a ensuite fondé, sauf erreur, Universal. Et donc, et qui ont évidemment, on connaît les loups-garous postérieurs de Universal, et à un moment donné, il était question de ressusciter le Dark Universe de Universal, sauf erreur. Et donc, j'ai écrit là-dessus. Je travaille en ce moment sur la mise au propre d'un article sur la seconde carrière littéraire de Jules Verne au Québec, dans la mesure où plusieurs, et quand je dis plusieurs, c'est vraiment plusieurs de ces romans ont essentiellement été réédités au Québec sous forme de feuilleton, à ma connaissance, a priori sans aucune forme d'autorisation. C'était du piratage littéraire comme le faisaient les journaux québécois de l'époque, parce que la France était loin, le marché était petit et il fallait remplir les pages, parce qu'il y a eu une époque où les lecteurs de journaux québécois étaient fous de feuilletons. Et donc, Jules Verne a eu une carrière littéraire, a une bibliographie au Québec qui lui est propre. Plusieurs de ses romans ont été édités une fois, même 2 ou 3 fois, en feuilleton, ainsi que plusieurs de ses contes et nouvelles. Et il existe même une édition pirate du Tour du Monde en 80 jours de 1903 à peu près. C'est vers 1904, pour rassurer les auteurs français, que le Québec a accepté la Convention de Berne, ou plutôt que des poursuites ont fait reconnaître par les cours québécoises les principes de la Convention de Berne que le Canada avait signé, du moins via la Grande-Bretagne, et depuis les droits des auteurs étrangers sont respectés. Voilà. Mais comme Jules Verne est mort en 1905... ça a été très court. Non, mais oui, ça a été très court. Et même après, j'ai trouvé des rééditions de Jules Verne et je ne suis pas sûr qu'elles soient plus légitimes que celles d'avant 1903-1904. Ben, bravo. Enfin 1904-1905. Donc, mais il a donc cette seconde carrière de son vivant, et j'ai aussi retracé toutes les mentions de Jules Verne dans la presse québécoise jusqu'en 1905. Alors, enfin, dans la partie qui est numérisée et que je pouvais analyser. Ça fait quelque chose comme 600 mentions, et ça me permet d'essayer de comprendre comment on a reçu Jules Verne au Québec. Était-ce par exemple un auteur de science-fiction? Était-ce un auteur de voyage? On va s'arrêter là aussi. Et inversement, lui, comment Jules Verne il a reçu le fait d'être publié, bon, de façon pirate certes, mais quand même d'être publié au Québec? Ça, j'ai aucune information là-dessus. On sait que Jules Verne était au courant de ces éditions pirates aux États-Unis, parce qu'il a été interviewé par des journalistes états-uniens et il a fait quelques commentaires là-dessus. Mais je n'ai pas trouvé, disons, de mention
bon, je n'ai pas cherché, disons, dans la correspondance française de Jules Verne. J'étais beaucoup plus intéressé par la détermination, le travail bibliographique quand même de retrouver tous ces feuilletons a été considérable. Et il y a, par contre, il y a l'autre côté de la chose, c'est-à-dire comment est-ce que Jules Verne a intégré le Canada à sa fiction. Parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs romans de Jules Verne qui se passent au Canada ou, disons, dans des territoires qui sont maintenant canadiens. On l'oublie un peu, mais il y en a quelque chose comme 4 ou 5. Robert le Conquérant, à un moment donné, survole le Canada. Il y a évidemment le Pays des Fourrures qui se passe dans ce qui est maintenant le nord du Canada. À l'époque, c'était plus ambigu. Il y a Famille sans nom, qui est consacrée en fait à ce qu'on appelle la révolte des patriotes en 1837-1838. Et je pense qu'il y a encore un ou deux autres romans, peut-être les Voyages du capitaine Atras, qui en fait, et là aussi, oui, se passe dans l'Arctique canadien, qui à l'époque était un peu moins canadien, plus britannique que canadien. Donc, il y a toute une composante canadienne dans la fiction de Jules Verne, et d'ici 2 ou 3 semaines, je serai à un colloque à Ottawa, où moi je présenterai donc la carrière littéraire de Verne au Canada, mais la plupart des autres chercheurs, eux, vont s'intéresser à la présence du Canada dans la fiction de Verne. D'accord. Et finalement, mon dernier projet pour cet été, mon dernier projet immédiat, c'est parler un peu du retentissement de Frankenstein, vu qu'on c'est le bicentenaire, en France et en français. Parce que on dit souvent que Frankenstein a fondé la science-fiction. Je considère que c'est un peu faux. Mais ce qui est certainement vrai, c'est que Frankenstein, les 3 éditions du vivant de Mary Shelley, a eu un retentissement énorme en Angleterre et dans le monde anglo-saxon. J'ai même trouvé au Québec une revue littéraire de Montréal qui, vers 1830, publie une nouvelle par, c'est indiqué, l'auteur de Frankenstein. À l'époque, on n'était pas sûr, à l'époque c'était Mary Shelley, sûr que c'était une femme. Par contre, la nouvelle en question est sans doute de Claire Claremont ou Clara Claremont, des amis de Mary Shelley, mais peut-être que Mary lui avait donné un coup de main. Mais ça montre à quel point quand même, en anglais, retentissement énorme. En français, on a parfois dit que ça avait eu un retentissement, mais je pense que j'ai essayé de corriger cette impression. Je pense que si on parle de naissance de la science-fiction en français, ça reste Jules Verne. Je reste... C'est le dernier mot, c'est Jules Verne. Ben, il y a une proto-SF dont je parle justement de francophone et autres, dont je parle dans mon petit guide de la science-fiction, mais je pense que pour ce qui est vraiment des débuts d'une science-fiction reconnaissable et qui est encore incroyablement influent, on connaît encore, on lit encore Jules Verne de nos jours. Et donc, il y en a eu avant lui, il les a connus, mais c'est, de mon point de vue, Jules Verne plus que Frankenstein pour le versant francophone. Le versant anglophone, la discussion sera différente parce qu'il y a Wells aussi, bon, c'est un peu différent. À terme, je continue à vouloir livrer un grand panorama de l'histoire de la science-fiction au Québec et au Canada francophone. Je me suis exclu du livre sur le Québec parce que j'ai adopté comme critère que les auteurs québécois, c'était ceux qui avaient passé au moins la moitié de leur vie au Québec. Ce n'est pas encore mon cas. J'ai dû exclure 2 ou 3 autres auteurs, mais comme ça me permettait de parler du sujet sans avoir à traiter de mes propres œuvres. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci à vous. On vous souhaite un excellent salon. Merci. Oui.